Liberté, 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 liberté. Ça ne bouge pas. Les suspensions sont maintenues et l'obligation vaccinale est maintenue par rapport à aujourd'hui, je dis bien. Donc voilà, moi j'ai beaucoup interpellé sur le plan humain par rapport à nous, nos établissements qui accueillons du public handicapé, déficience mentale. Et ce qui se passe après, c'est toujours le lien entre les chefs d'établissement et les services de l'ARS, donc qui sont en lien régulièrement tous les jours. Je veux dire, les directeurs appellent pour faire un peu le point au niveau de la situation, je veux dire, dans leurs établissements par rapport au personnel qui ont fait le choix, qui sont en arrêt maladie. Mais la position de l'ARS, pour l'instant, elle est très ferme. Je veux dire, lui, il n'est que l'intermédiaire. Je veux dire, donc c'est pas lui. Moi, je ne m'attendais pas qu'il s'engage. Je l'ai pourtant interpellé au niveau de sa personne pour savoir si lui, mais il ne se mouille pas et c'est pas, voilà. Donc, s'il y a des mouvements, des changements, ça sera au niveau national. L'abrogation du pass sanitaire, la suspension immédiate et définitive de l'obligation vaccinale, la réalisation de l'audit sur les risques psychosociaux liés à la situation de suspension des agents ou de menaces de suspension ou de la vaccination non consentie qui s'est opérée depuis cet été sur beaucoup de soignants et de personnels médico-sociaux, des augmentations massives de personnels médicaux et paramédicaux. Alors, nous, on a pris le temps vraiment de détailler les implications en fait, du pass sanitaire et notamment on a insisté sur le fait que c'était un chantage auquel était soumis toute la population et notamment des enfants qui sont amenés à réclamer leur vaccination auprès de leurs parents pour pouvoir avoir les mêmes droits que leurs camarades de classe avec pour effet une prise de risque inconsidérable pour des enfants qui n'ont pas eu de mortalité, pas de Covid grave pour les enfants pendant tout le Covid. Donc là, ils sont soumis à des risques hallucinamment élevés. Et donc face à cette situation-là précisément, on a demandé donc que soit remonté d'une façon plus efficace par les médecins les effets indésirables en ajoutant à chaque dossier de soins dans tous les cabinets médicaux, dans tous les services hospitaliers, donc un listing des effets indésirables des vaccins anti-Covid qui puisse être mis en regard d'une symptomatologie qui ressemblerait dans une concomitance avec la vaccination. Alors là, ils ne vont rien faire de plus parce qu'ils ont l'impression de tout faire pour le mieux. Par rapport donc au risque que la vaccination fait peser sur des individus de moins de 50 ans, la réponse elle a été très claire du directeur de l'ARS de Colmar, c'est qu'il ne pense pas. Il a déclaré « je ne pense pas ». Donc il ne se prononce pas, il ne pense pas, donc nous on l'a invité à faire appel à sa conscience morale. Il ne pense pas. Quand on fait prendre de tels risques à des enfants, on lui a rappelé que dans mon petit service des urgences PVA, on a déjà vu des enfants avec des dédimères augmentés, donc sur une douleur thoracique, c'est des signes qui font évoquer une embolie pulmonaire, qui n'est pas confirmée après sur la scintigraphie, mais c'est quand même des signes très étranges, sur lesquels on n'a pas de recul, on ne connaît pas les conséquences que ça peut emporter sur des enfants et des personnes si jeunes, on ne les connaît pas à court terme, ni à moyen, ni à long terme. On l'a mis face à cette responsabilité-là, il ne pense pas. Voilà. C'est l'humain qui nous a reçus, qui se retranche derrière sa fonction. Il ne pense pas et pour lui, il n'y a pas de chantage exercé sur les enfants. Il considère que simplement les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents et c'est aux parents de décider, quelle que soit la position des chefs d'établissement qui demandent le vaccin, qui demandent le schéma vaccinal. Il considère absolument pas que c'est une pression exercée sur les enfants et que c'est simplement les parents, avec un consentement éclairé, qui prennent la décision de vacciner ou pas leur enfant. Donc la question du chantage n'est absolument pas prise en compte. Par rapport au consentement éclairé sur lequel on est revenu aussi précisément, il considère que le consentement éclairé est accessible à toute personne qui va se faire vacciner, puisque toutes les informations sont disponibles, qu'on peut à la fois y accéder soit par Internet, soit en demandant à son médecin traitant, en demandant une information auprès des médecins qui sont présents dans les vaccinodromes ou dans les établissements qui mettent en place des centres de vaccination. Donc il considère pour lui que le consentement éclairé est en place. On lui a rappelé le fonctionnement évidemment de cette vaccination qui est reconnue officiellement par Pfizer et Moderna comme
essais en phase 3 et que dans le cadre des essais thérapeutiques en phase 3, il y a un certain nombre de réglementations qui doivent être observées dans la manière dont les personnes sont incluses dans ces expérimentations en phase 3. Il a botté en touche et s'est retranché derrière ce qui est mis officiellement en place dans le cadre de la loi de l'obligation vaccinale. Donc sur cette question-là non plus, il n'y a pas eu de positionnement, de réponse et de changement en tout cas de position par rapport au directeur de l'ARS qui ne considère pas cette réalité-là comme vraiment patente. Justement, j'ai fait remarquer que les informations sur les sites gouvernementaux sont différentes des informations qu'on peut récupérer sur les notices de ces vaccins. Je lui ai demandé pourquoi, s'il pouvait se mobiliser. Il a dit qu'il ne savait pas pourquoi ça n'était pas son domaine. Donc, en fin de compte, le domaine de l'ARS, là, je viens travailler, mais j'entends pas le monde en train de râler dans les rues. J'entends pas les personnels soignants qui perdent leur travail, du moins leur salaire, puisque encore là, on a eu des appels de personnes qui travaillent dans les cuisines de l'hôpital du Münchberg. Ben voilà, ils sont aussi suspendus. Il y a plein de personnes qui sont suspendues. Et là, l'ARS, elle compte faire quoi? Rien. Alors, à cette question de l'impact psychologique, la souffrance engendrée par la menace d'obligation vaccinale, la menace de suspension, la vaccination non consentie par les professionnels, donc on lui a bien rappelé que ça a des conséquences catastrophiques. On s'enfonce dans un entonnoir, on n'a aucune voie de sortie. Il y a bien sûr, comme ce n'est pas une obligation inscrite au Code de la santé publique, il n'y a pas de possibilité d'être à un moment donné licencié avec des indemnités et le chômage. Donc on n'a vraiment aucune peur de sortie, on nous plonge la tête dans un gouffre. On lui a évoqué les risques de passage à l'acte suicidaire qui nous ont été remontés. Tout ce qu'a pu déclarer donc, le directeur de l'ARS aujourd'hui, c'est qu'il prend acte, donc sa formulation lui appartient, il va peut-être revenir là-dessus, mais il prend acte d'une certaine pression qui est exercée sur ces personnes-là. Mais il n'en fera rien. Il n'en fera rien. Il fera remonter aux sommités de l'État, mais c'est tout. Et donc, en étant hospitalier de Guebwiller, à l'hôpital Charles-Lady, où on était donc, nous, avant-hier, il est clair que les urgences la nuit, c'est fermé, faute de personnel suffisant, ils sont en maladie. Voilà. Donc, à un moment donné, faut quand même que l'ARS prenne ses responsabilités, quoi. Qu'il tape du poing sur la table. Et en plus, le point que je voulais aussi aborder, c'est concernant les enfants muselés. Puisqu'on sait pertinemment que le masque ne protège en aucun cas du virus. C'est uniquement pour les postillons. Point. Mais ça vous fait plaisir de voir les enfants muselés à l'école quand ils vont chez les grands-parents, chez les parents. Non, c'est inhumain. Inhumain. On n'a pas pu aborder cette question du masque parce qu'il était déjà, on était en train de sortir. Moi, ce que j'aurais voulu dire, c'est que vraiment les enfants qui sont nés pendant cette période du confinement, ils ont des troubles psychiques et c'est facile de repérer. Ah, c'est un enfant du confinement, parce que bon, voilà, ils vivent avec les masques. L'enfant, normalement, il décrit, il capte sur le visage, il capte l'estime de lui-même dans le regard de l'autre, il capte au niveau de la bouche, et voilà. Et ces enfants-là n'arrivent pas. Et il y a ces enfants aussi dont on a privé des pères d'assister leur aux jeunesse. Voilà. Donc il y a quelque chose de très dangereux qui est en train de se produire au niveau de la santé publique des petits. Et ça, il faut vraiment qu'on puisse en tenir compte, mais on n'a pas pu aborder ce point-là avec lui. Honnêtement, c'est zéro pointé pour l'ARS. Alors, je voulais juste revenir sur 2 points par rapport aux difficultés auxquelles sont exposés à la fois les établissements et les personnels qui sont concernés par l'obligation vaccinale et qui ne consentent pas à se faire vacciner. C'est que pour lui, la difficulté des établissements, il en tient compte. Pour faire face, ils essayeront de pallier, on ne sait pas comment. Pallier en puisant dans un vivier.
Voilà. Dans un vivier professionnel qu'il a évoqué, mais dont on ne sait pas réellement de quoi il est constitué, de qui il est constitué par rapport aux compétences des gens qui sont écartés. C'est quand même assez clair, hein, à défaut de pouvoir redéployer des soignants parce qu'on leur a enlevé l'obligation vaccinale, on a puisé dans un billet pour chercher des truites. Vivier fantôme. Donc il tient compte des difficultés des établissements et nous avons à cœur aussi que nos établissements puissent continuer à prendre en charge les personnes en difficulté, les patients, les jeunes, les anciens, parce que c'est le cœur de notre... Ouais, c'est vraiment le cœur De votre métier. de notre métier. Ouais. On s'est mobilisé, moi depuis... Voilà, je suis dans ce métier depuis très longtemps et bon. Mais vous voyez, nous, ce qui nous révolte... Voilà, il y a une émotion simplement qui vient parce que c'est pas possible. Quoi, Voilà, c'est un métier qui est mis en danger. Mais c'est pas possible d'accepter une situation comme celle-là où on ne considère ni les patients dans la réalité de la souffrance dans laquelle ils vivent, ni les personnels qui sont concernés. Et c'est là que je voulais faire la distinction de laquelle il est venu, parce qu'il va considérer les établissements, et c'est vrai que c'est crucial pour nous, par rapport à la manière dont les patients sont pris en charge, mais il n'y a pas de considération pour la souffrance des personnels. Il prend acte, comme l'a dit Guillaume, voilà, je suis perturbé, mais au-delà de cette prise d'acte, de ce constat, il n'y a rien derrière. Il n'y aura pas à revenir sur la question des suspensions. Ils sont fermes sur leur position par rapport à ça, et donc pour l'instant, ils ne bougent pas d'un pouce sur cette question-là, malgré toutes les souffrances qu'on a fait remonter aujourd'hui et les alertes qu'on a portées. Juste une petite question, vous leur avez parlé que ceux qui fabriquent ces injections, puisque pour nous c'est pas un vaccin, ces injections, eh ben, eux, ils ne sont pas vaccinés. Les directeurs de fabrication, le PDG de Pfizer, ils ne sont pas vaccinés. Et le directeur, il a dit, il ne faut pas que les salariés soient vaccinés puisqu'il ne veut pas que le personnel tombe malade. Donc c'est beau ça, c'est beau. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce type de questions. Christiane, tu as quand même mis le point sur des aspects médicaux très précis et très pertinents, sans avoir vraiment obtenu non plus de... Non, mais j'ai remis un dossier scientifique indépendant qui a été monté par des médecins, des chercheurs, des statisticiens, qui a essayé d'observer dans différentes parties du monde comment ça se passe quand on instaure la vaccination, quelle est la courbe des décès, quand on établit l'autorisation de donner de l'ivermectine, quand on la refuse. Voilà, on peut trouver des documents comme ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il nous a invités, en réponse à nos questions, à lui faire remonter deux types de difficultés. C'est si vous avez des difficultés à faire déclarer des effets indésirables, parce que je lui ai dit que c'était vraiment très compliqué, même pour un médecin, de déclarer, puisque parfois le système tourne en boucle, et puis arriver sur la page, ça n'est pas facile, ou bien que quand on y arrive, après on est interpellé par quelqu'un au téléphone qui dit vous êtes sûr que. Donc si vous, en tant que citoyen, parce que je lui ai fait remarquer que lui aussi, en tant que citoyen, il peut aller voir sur le site et il peut aussi déclarer. Si vous, en tant que citoyen, vous avez des difficultés à faire remonter la déclaration d'effets indésirables, il a dit qu'il faut faire un mail à l'ARS pour le faire remonter. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que si dans les établissements, il y a des professionnels qui ne sont pas en contact avec le public, normalement la loi permet au directeur d'établissement de proposer d'autres postes.
Et en fait, si dans les établissements, la direction considère que tout le monde doit être vacciné, par exemple, y compris dans les bureaux, compta ou à la cuisine, eh bien là aussi, vous pouvez lui faire remonter ces informations pour que la loi soit appliquée correctement. C'est ce qui nous... Mais là, je veux dire, moi je vois dans notre association, la société de nettoyage qui vient donc régulièrement, donc les personnes ont subi l'obligation vaccinale. Donc des personnes qui viennent temporairement de l'extérieur, donc qui viennent régulièrement sur la semaine, mais donc la condition pour qu'elles puissent venir dans le lieu. Oui, alors ça c'est dans la loi, parce que je pense qu'ils considèrent que peut-être ces gens-là peuvent être en contact avec le public. Et ce qui est dans la loi, c'est aussi la possibilité pour l'employeur de trouver un autre poste. Et en fait, ça, dans les établissements, ça n'est pas possible. Sauf à l'Arcia, j'ai entendu qu'à l'Arcia, justement, puisque l'Arcia a plein d'établissements, dont des MEX et des établissements médico-sociaux, donc a proposé à certains personnels des établissements médico-sociaux qui refusaient de se faire vacciner, d'aller travailler dans les MEX, où là il n'y a pas d'obligation vaccinale. Donc là, à l'Arcia, ils ont proposé ça. Voilà, donc tout ce qui a été échangé aujourd'hui va être remonté au niveau national, hein, au niveau du ministère de la Santé en l'occurrence. On a posé la question en conclusion s'il y aurait un retour à nous présenter. Donc s'il y a des réponses spécifiques qui reviendront par rapport aux questions, aux revendications qui ont été posées aujourd'hui, ils nous convoqueront dans cette éventualité-là, mais c'est une éventualité qui est extrêmement mince. Donc on attend peu finalement d'un retour possible, en tout cas aux questions très précises qui ont été posées, des revendications qui ont été posées, telles que Guillaume les a citées, notamment pour le suivi des effets secondaires à mettre en place dans les hôpitaux. Donc voilà, on en est là. On a fait tout notre possible dans ce qu'on a pu rapporter. Témoigner. Donc c'est vrai qu'il y a eu une écoute. Il y a une écoute qui était celle d'agents représentants de l'État, d'un fonctionnaire qui s'est abrité derrière ses responsabilités et qui à aucun moment n'a engagé sa responsabilité personnelle. Pourtant je l'ai interpellé vraiment, mais là... Il a été interpellé vivement, par chacun de nous avec plus ou moins d'émotion aussi et puis d'une manière humaine. Mais c'est vrai que le côté humain qu'on pouvait attendre d'un positionnement aussi du directeur de l'ARS aujourd'hui, on ne l'a pas senti. Sauf à une exception près, à la fin, quand il est revenu sur les retombées du confinement par rapport au port du masque, qui effectivement pouvait engendrer, selon lui, des difficultés, des aspects dépressifs, psychiques dans la relation à autrui, dans la privation de l'expression qui est liée au port du masque. Il a reconnu qu'effectivement il y avait des difficultés, mais qui sortaient du coup un peu du cadre de la question des retombées de l'obligation vaccinale et des suspensions qui en découlent. Il a témoigné voilà. À un moment donné à la fin, à titre personnel, comme quoi il constatait ça aussi au niveau de sa vie privée. Ouais. Donc voilà, donc il est aussi interpellé là au niveau humain. Il a pu parler quelques secondes sur un plan tout à fait individuel et non plus derrière un statut de fonctionnaire. Mais du coup, voilà, pour résumer, on s'y attendait aussi quand on était confronté à un représentant de l'État qui ne veut pas prendre de décisions différentes de celles de l'État. Mais cet État-là, l'État français, on l'a mis face à ses responsabilités sur la violence qu'elle induit sur les personnes non vaccinées, sur les personnes qui ont été vaccinées de force et les risques qu'elle fait encourir à une bonne partie de la population de moins de 50 ans. Les choses sont claires, on a alerté, on pourrait les retrouver et les chercher loin, ces gens-là, cet État-là, s'il se passe quoi que ce soit. Et on ne le souhaite pas, on souhaite qu'on se porte bien, que tout le monde se porte bien, que ça ne parte pas en sucette tout ça. Mais voilà, on a encore exprimé notre volonté d'être auprès des patients pour pouvoir faire face à ce qui pourrait être une épidémie d'effets secondaires. On veut continuer à travailler, à faire notre métier, soigner, prendre soin. Et c'est pour ça qu'on va continuer à se battre jusqu'à être réintégré pour faire notre boulot. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a un mot qui doit émerger de tout ça,
c'est quand même le mot résistance. Il Oui, faut là, qu'on rentre en résistance. Nous faut sommes quand en même résistance et nous garder- poursuivons notre résistance. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un agent de l'État qui représente l'ARS ne pense pas. Ouais, tout à fait. Un grand merci à vous. Merci à vous. Donc, alors, pour la suite, donc là, donc il souhaite pas nous recevoir de nouveau. Je veux dire, là, on a été au bout de présentation. Donc, il nous a dit, si vous voulez manifester devant le bâtiment, vous pouvez continuer, mais voilà, il n'y aura pas, je veux dire, ça n'avancera pas. Donc, je crois qu'on a fait ce qui était en mesure de faire ces 2 derniers jeudis. Donc voilà, je crois que les gens ont besoin de reprendre des forces. Et puis, en même temps, je vous rappelle juste que mercredi prochain, 14h30, devant l'hôpital Émile Muller, le Münchberg à Mulhouse, il y aura une manifestation à 14h30 avec un laying qui n'est pas un sitting, voilà, symbolique devant l'hôpital. Donc je donne rendez-vous à tout le monde, avec tous nos collectifs, avec tous les personnels, nos amis les Gilets jaunes et tous les citoyens à se rassembler à 14h30, mercredi prochain, devant l'hôpital Émile Muller, pour cette action symbolique et silencieuse en grande partie, de se coucher devant l'hôpital, sous des draps pour ceux qui ne souhaiteront pas être reconnus. Comme ils l'ont fait à Montpellier. Comme ils ont fait à Montpellier. Voilà, donc ce sera la prochaine action. Il y en aura d'autres auxquelles nous vous inviterons. Aussi devant l'hôpital de Guebwiller à venir, à poursuivre. Et puis de toute façon, nous vous donnerons rendez-vous tous les samedis pour continuer la résistance, pour continuer le mouvement de résistance à Mulhouse, à Colmar et dans toutes les villes où les manifestations sont organisées avec cette résistance créative, cette résistance fraternelle et solidaire. Merci. Résistance! 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 Impressionnant. Donc, je vais Impressionnant. impressionner. Donc, je Très, pense très, aussi très à eux. Très bien. Et à ceux qu'on va rencontrer. J'ai bossé en EHPAD tout le temps. C'est ça. Voilà, merci d'avoir été là. Bonne journée. Maintenant, on va aller